Merci, Fatiha, c'est trop pour moi. Je n'aurais jamais pu faire quoi que ce soit sans la présence de toute une équipe et beaucoup de personnes qui sont autour de nous et sans des structures aussi, particulièrement la LCS qui nous a beaucoup appuyé dans beaucoup de domaines. L'accès aux outils de prévention chez les femmes à risque d'IST. D'emblée, il faut dire que si l'on compare à il y a quelques années, les outils sont là. Nous avons beaucoup d'outils qui peuvent être très intéressantes pour les femmes d'ailleurs comme pour les hommes. Mais dans notre région, la principale difficulté, les principaux obstacles sont d'autres ordres que nous allons essayer de voir ensemble. Alors la prévention combinée qui comprend tout ce pack d'outils. Nous avons des interventions biomédicales. On en a parlé durant ces quelques jours et je ne vais pas trop y revenir. Traitement des personnes, le TASP, la PrEP, avec tous ces déroulements aussi bien oraux. On a entendu parler hier aussi sur les implants, les injectables. Donc vraiment beaucoup d'éléments importants et intéressants qui sont mis en place. Le traitement pour la circulation, vous passez sur ça. Les interventions comportementales, réduction de risques sexuels et usage de drogue, éducation à la sexualité, à l'observance thérapeutique, à l'éducation thérapeutique, le dépistage conventionnel, rapide, les autotests, hors les murs. C'est ce que nous avons essayé de beaucoup développer depuis une dizaine d'années avec la PCS. L'accès aux moyens de protection de RDR pour les femmes, particulièrement, on va y revenir sur les préservatifs, mais avec toute cette difficulté de négocier le préservatif masculin et pour le préservatif féminin qui reste marginal pour tas de raisons, particulièrement sans coût, du matériel d'échange de seringues pour les femmes de plus en plus présentes dans ce domaine, et puis bien entendu le reste. Mais ce qui pose problème dans notre région, ce qui est à mon avis l'un des points importants, c'est que notre région, la région MENA, est totalement en décalage par rapport aux autres régions du monde en matière de droits des femmes, de statut de femmes et des politiques de santé publique et un cadre légal qui permet aux femmes d'exercer pleinement leur citoyenneté. C'est donc cela, à mon avis, le principal obstacle dans cette région, puisque partout ailleurs, les outils existent, chez nous aussi, et qu'il s'agit juste de trouver les moyens, le dispositif et les démarches nécessaires pour les mettre en place. Ce dont on est sûr, donc, c'est, je disais à propos des préservatifs, lorsqu'on dit préservatif masculin, préservatif féminin, on connaît tous aujourd'hui leur importance, mais lorsqu'on voit que dans les faits, pour une femme aujourd'hui, si on sort un petit peu de notre microzone dans certains milieux urbains plutôt, elle n'a pas cette possibilité de négocier. Elle ne l'a pas, ou elle a très peu. Et qui fait d'elle une personne qui est souvent dans une situation où elle doit accepter une relation qu'elle ne désire pas, ou alors se mettre prendre des risques qu'elle ne souhaite pas non plus. Et donc c'est vraiment ça, cette problématique aujourd'hui dans notre région. Il faut qu'on s'en empare et qu'on comprenne que si on n'y a pas un pas supplémentaire vers la mise en place ou alors d'accompagner, parce qu'elles sont beaucoup à
à être dans un processus où elles demandent leurs droits, et tous leurs droits, et on n'est pas sorti de l'auberge. L'efficacité des traitements antirétroviraux, évidemment, avec cette problématique de la prévention de la mère à l'enfant, où partout ça a été mis en place, dans notre région, on a quand même du retard. Et pour vous dire qu'en Algérie, depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, depuis déjà 2003, 2004, 2007, la PCS a beaucoup travaillé sur ça, mais dans un bassin de population assez limité, dans un pays continent, dans la région ouest, autour de 5 wilayats, où nous avons mis en place ce dispositif. Chaque année, année après année, le ministère de la Santé nous dit qu'il va en faire profiter toutes les femmes dans le pays. Ce n'est pas évident non plus jusqu'à ce jour. Pour le reste, disons clairement que pour ce qui est des ARV, ils sont effectivement gratuits dans les structures de santé, dans les centres de référence en Algérie. Encore faut-il que ça rentre dans des bonnes pratiques où il y a un meilleur accueil des femmes, une meilleure prise en charge qui respecte la dignité de la personne, où elles ne sont pas vues comme des personnes qui viennent les importuner à un moment ou à l'autre. Je parle ici d'un corps médical qui reste assez réfractaire à cette problématique, comme à d'autres d'ailleurs. Donc voilà, la charge comme outil de prévention, évidemment, tout le monde en a parlé. Disons qu'aujourd'hui, au niveau de notre pays, il y a encore un grand problème. Et quand on voit qu'il y a un grand investissement dans la machine, mais que tout est bloqué à cause d'un réactif, vous comprenez que nous sommes dans un système de non-gouvernance et de non-qualité, et qui se traduit aujourd'hui par des actions que beaucoup d'entre vous connaissent. Oui, un sujet indiscutable pour la réduction des risques UDI chez la femme, parce qu'on a tendance à croire que c'est l'apanage des hommes, malheureusement, beaucoup de femmes, parce qu'il y a la précarité. Tout à l'heure, ma collègue va en parler, elles sont de plus en plus nombreuses à être abîmées parce qu'il n'y a pas véritablement un programme d'échange, même si aujourd'hui avec le Fonds mondial, nous avons mis en place dans certaines régions ce programme. La situation de la femme en prison comme pour l'homme est aussi une problématique, à mon avis, importante, où elles sont sujettes, où elles sont victimes, même en prison, de violences inacceptables par ailleurs, que ce soit dans la grande prison où nous sommes ou bien dans les prisons étatiques. La réduction de la charge virale comme stratégie de prévention, de nombreux arguments épidémiologiques, ça a été fait de manière mieux par beaucoup d'entre hier. Je ne vais pas trop y revenir. La TASP avec leurs recommandations et la nécessité de communiquer largement autour de cet intérêt de prévention du traitement, d'autant plus qu'aujourd'hui, on la commence tout de suite sans chercher à connaître, à avoir le nombre de CD4 qui sont d'ailleurs absentes dans pas mal de CDR de référence dans le pays. PrEP, je ne vais pas trop m'attarder, ça a été dit et bien dit hier. La profilation, la recherche vaccinale, évidemment, ça pourrait être la piste de choix pour les femmes, parce que ça rentrerait dans un cadre total de santé publique où il n'y a pas cette stigmatisation, cette discrimination liée au sexe ou liée au genre. Et donc, c'est avec grand intérêt qu'on suit un petit peu ce qui se fait ailleurs. Voilà. Ce que disait tout de suite Fatiha à propos de l'éducation à la vie affective et sexuelle des femmes, c'est là le grand hiatus, le grand défi, le grand challenge que dans notre région, il faudrait que ces femmes, ces sœurs, nos femmes, nos mères, ceux qui sont en vie et les autres, doivent pouvoir ne pas rester mineurs à vie. C'est cette situation où, sous des esprits de paillettes, souvent des codes de famille
ingrat où on daigne envoyer des miettes à des femmes pour dire qu'ils ont lâché des lestes. Eh bien non, il n'y a pas une évolution notable dans l'autonomie des femmes. Nous avons été et honnêtement, nous, associatifs, on ne mesure pas l'ampleur du problème. On est un petit peu dans notre cocon, autour de grandes villes, Oran, Alger. Il y a évidemment mais on est dans un petit projet de quelques mois à Mascara, qui ne se trouve pas très loin, à 80 km d'Oran. C'est une autre réalité sociale. Les femmes rurales devraient nous interpeller encore plus. Dans nos pays, c'est un peu plus de 40%, ou 30 à 40%. C'est quand même énorme. Et on voit bien qu'elles sont dans une situation à la fois d'isolement affectif, sexuel, social, et aucune possibilité d'avancer avec ce poids culturel et religieux de plus en plus présent, de plus en plus lourd. Et à côté de ça, les politiques éducatives régressent. Oui, elles régressent dans notre pays, peut-être ailleurs aussi, après une éclaircie énorme en matière où l'alphabétisation de la fille était une réalité sociale. Aujourd'hui, on a toutes les études sérieuses montrent que beaucoup de parents, maintenant, lorsqu'ils ont le choix d'envoyer leurs enfants à l'école, dans les zones montagneuses, en milieu rural, en Kabylie, dans le Mzab, dans ces ethnies minoritaires où le développement n'est pas arrivé, au sud d'Algérie, où n'est pas arrivé, eh ben, on choisit que le garçon va à l'école et que la fille, et dans quelques années, on le payera fort. Donc voilà, il y a celles qui restent, ou les filles qui sortent du cursus. Il n'y a pas d'emploi. Il y a la rue, il y a le travail du sexe, il y a des difficultés de vie où chacun se débrouille comme il peut dans cet environnement hostile, particulièrement hostile à la femme. Bon, voilà. Hier, moi aussi, personnellement, j'ai été très interpellé par ce que disait en propos de santé sexuelle. On ne peut pas avancer si la femme ne peut pas être maîtresse de son corps, de sa destinée, de pouvoir négocier un préservatif pour se prémunir, de pouvoir dire non à une relation qu'elle ne désire pas. Donc ça paraît évident ailleurs, ce n'est pas évident dans cette région. Et donc la promotion ou les messages de prévention qui doivent cibler les femmes les plus exposées autour de la santé sexuelle et la santé globale, l'approche communautaire, oui, l'action adaptée hors les murs et hors des villes, des grandes villes, ça c'est à mon sens pour les quelques années, pour les années à venir doivent être un impératif. Et puis évidemment, on ne le dit jamais assez, il y a toujours de la stigmatisation, il y a toujours de la discrimination, il y a toujours de la marginalisation, et souvent même les associations eux-mêmes sont tolérées, en sachant que la tolérance est quand même, quoi qu'on en dise, la dernière marche avant l'exclusion. Donc on voit bien qu'il y a du travail à faire sur ce plan-là. L'implication des personnes vivant avec le VIH, là, il faut dire qu'il y a beaucoup de positifs. Parce qu'à partir du moment où elles sont renforcées, et dans ces groupes autosupport, elles deviennent des personnes ressources, non pas seulement dans la communauté des personnes vivantes, mais pour les femmes autres. Parce qu'elles voient que malgré le poids du VIH, ces femmes-là se battent, ne se laissent pas aller, elles sont là et elles sont là pour d'autres causes pour une vie meilleure, pour l'emploi, pour les femmes et pour la santé de leurs enfants. Et ça, c'est quand même un point important que seule la lutte contre le sida a permis. Le concept de la prévention positive et de la réduction du risque de transmission VIH et surtout de l'amélioration de la qualité de vie, ce que je viens de dire, sans oublier qu'elles aussi, les personnes vivantes ont droit à une santé sexuelle et à une forte mobilisation dans ce sens-là et d'implication associative pour qu'elles comprennent qu'elles ont leurs droits, les mêmes droits que toutes les femmes. Voilà, région
mène en disant le pluriel des hommes, mais elle mène à rien. Elle mène à rien, cette région, s'il n'y a pas un statut des femmes. Un vrai statut qui constitue, en dehors des lois, parce qu'on voit aujourd'hui que des lois, je parle de l'Algérie, c'est peut-être pas ailleurs, qui protègent la femme qui est divorcée pour qu'elle gagne garde le logement avec ses enfants. Eh ben, ce sont des juges femmes qui les mettent dehors. Ils mettent les femmes et les enfants dehors. C'est injuste. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci, Aziz. Moi, avant qu'il y ait une autre question. Donc là, vous nous avez dressé le contexte pour nous qui ne sommes pas forcément bien au courant. Et donc, ce contexte, il est large, culturel, éducation, politique, etc. Donc, c'est vrai que pour s'y attaquer, il y a vraiment plein d'axes. Et moi, comme on est entre nous, avec professionnels, on va dire, de la santé, moi, je me demandais le rôle des soignants. Alors, je parle parce que ces femmes, elles peuvent rencontrer à un moment, pas forcément des cliniques communautaires ou des infectiologues, mais on peut aller chez le docteur pour des tas d'autres raisons, même jeunes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire du côté de la formation, justement, parce qu'on est aussi universitaire, donc on forme des jeunes médecins, et j'espère ici qu'on forme aussi des médecins à avoir un éveil à ces questions-là. Est-ce que ça ne serait pas une action où finalement les médecins sont, entre guillemets, complices de tout ce mécanisme? Mais il faut bien avoir des idées et un peu d'espoir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que la formation est un élément de base. Mais quand je vois honnêtement l'Algérie, c'est assez paradoxal. Nous avons une démographie médicale qui est un médecin pour moins de 1000 habitants. C'est quand même un pays qui a formé qui a fait un grand effort de formation. Reste que la blouse blanche ne s'est pas approprié les vrais challenges. C'est vraiment, ils sont dans leur... En plus, on est privilégiés, les soignants dans ce pays, dans beaucoup de la région. Le médecin, c'est un peu le... Et donc voilà, il y a une actualité aujourd'hui en Algérie, il y a quelques jours, 8 nouveau-nés ont cramé, ont grillé dans leur couveuse dans une wilaya du Sud, à Alouette. 8 enfants. Encore un peu de 8 nouveau-nés, avec un couple qui pendant 10 ans, il essayait d'avoir... il en a eu deux enfants, 2 bébés jumeaux, eh ben, ils l'ont grillé aussi. Donc voilà, nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de bonnes pratiques. Il y a les personnes de ressources. Mais il faut encore plus de présence. Et on dit, quand il y a un problème, on nous dit que c'est un problème de court-circuit. Même s'il y a un court-circuit, même si c'est vrai, où étaient les sages-femmes, où étaient les médecins qui étaient de garde? Parce que ça ne prend pas, toute une maternité ne prend pas feu juste en une seconde. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-qualité, il y a beaucoup de laisser-aller. Et ça, c'est un problème. Un autre point positif qui nous... L'année dernière, décembre, l'équipe de Katlama, Christine, ils sont venus à Alger. Il y a eu une formation, il y a eu plus d'une vingtaine d'usagers de drogue totalement, même au moment où ils étaient dans leur délire, eh ben, ils sont venus, ils sont restés jusqu'à la fin. Et ce sont ces 20 patients qui étaient restés, qui ont reçu c'est pas cette formation de loin, etc., qui ont reçu cette empathie, cette présence, qui ont, pendant une année, de décembre à aujourd'hui, ils ont été des acteurs de leur vie, ils ont permis de mettre en place des études, des études aussi bien comportementales qu'autres. C'est pour dire que c'est important. Oui, la formation, encore faut-il qu'elle soit ciblée et qu'il y ait des objectifs de formation. Mais c'est juste pour aller dans le même ordre d'idées et pour compléter un peu ce qui a été dit. De par le terrain, on a appris qu'il faut faire les choses des deux côtés.
Le corps médical, d'accord, le soignant, d'accord. C'est vrai, ça diffère entre un soignant qui est impliqué dans la société, donc le langage, il n'est pas le même devant une professionnelle de sexe, il n'est pas le même devant une UDI, ça c'est clair. Mais c'est pas par méchanceté, c'est juste par méconnaissance. On a appris que c'est par méconnaissance, et quand on va vers ces personnes-là, et quand on les briefe, quand on les forme, là, les comportements changent. Mais je dirais que parfois, tous les moyens sont bons, quoi. Ce qu'il vient de dire maintenant en ce qui concerne l'atelier de décembre 2018, il y avait un atelier allègement thérapeutique, il y avait une vingtaine de PVVH, c'était Christine et l'équipe qui ont animé cet atelier-là. Dernièrement, donc, je parle un peu avec ma collègue Doran pour parler d'un projet d'allègement thérapeutique, et elle me dit il y a déjà quelques patients qui sont en allègement, et elles m'ont dit c'est toi qui les as allégés. En fait, c'est des personnes PVVH, un niveau d'instruction, je ne peux pas vous dire, il y a même ceux qui n'ont jamais été scolarisés. Elles sont rentrées à Oran, elles se sont octroyées le droit de s'alléger elles-mêmes. Bon, ayant peur un peu de son médecin traitant, elles ont dit non, c'est professeur Razi qui nous a allégés. Et elle m'a reproché ça, j'ai dit non, en aucun cas, j'ai allégé, je ne peux pas quand même interférer dans ton travail. C'est juste pour vous dire, le meilleur moyen, c'est l'information, et des deux côtés. Voilà. Y a-t-il une question? Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro au milieu là? Merci beaucoup. Khadija Ounchif, assistante sociale au centre de référence SIDA à Bruxelles. Et je suis aussi ici avec une autre casquette en tant que représentante de l'association AOSA, qui est une association de femmes arabes féministes à Bruxelles. Donc, en tant qu'assistante sociale dans un centre de référence, je pense qu'on a fait des erreurs pendant de longues années. C'est-à-dire que quand on parlait de sexualité, de prévention, on le faisait avec une dimension de peur. C'est-à-dire qu'on liait la sexualité juste à la protection au nom du préservatif. Et donc, sexualité voulait aussi dire maladie, transmission, etc. Et donc, on a figé un petit peu les personnes vivant avec le VIH dans cette dimension de peur. Sexualité égale peur. Et donc, qu'est-ce qu'on est arrivé à avoir? C'est que les femmes et les hommes d'ailleurs eux-mêmes s'autodiscriminaient en refusant toute relation, tout rapport avec un nouveau partenaire, etc. Depuis quelques années, on organise des ateliers d'éducation thérapeutique à l'hôpital et on a complètement changé notre façon de présenter la sexualité, c'est-à-dire qu'on part d'abord d'une sexualité positive comme un droit, d'abord, et que dans la vie, eh bien, on peut rencontrer certains problèmes de maladie ou autres, et à ce moment-là, donc, il faut faire attention à certaines choses. Et là, ça a changé complètement, je dirais, la représentation, mais aussi le comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on rassure les gens dans leur droit à la sexualité et dans leur façon de la vivre, on arrive à un changement de comportement chez les personnes vivant avec le VIH. Dans mon travail d'intervention, d'animation et de formation dans l'association d'AOSA, avec les femmes arabes, eh bien, on parle justement voilà, de la culture de la région. Donc, on a une approche culturelle et communautaire. Et là, on renforce les femmes dans leur droit à avoir une sexualité hors, pendant le mariage, etc., etc. Mais en respectant les valeurs culturelles, c'est-à-dire qu'on ne doit pas vivre sa sexualité n'importe comment ou éventuellement à l'occidental, parce qu'on croit en Occident, on fait aussi tout et n'importe quoi. On part de la culture et on essaye d'intégrer ce droit et cette force. Et donc je pense, monsieur, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est clair qu'il y a le politique, parce qu'en Belgique, on vit la même chose au niveau politique, droit, etc., des migrants, puisqu'on revit un petit peu ce qu'on vit dans notre pays d'origine, mais à l'étranger. Donc il y a un problème supplémentaire et les femmes ne s'octroient pas toujours le droit de revendiquer ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent, etc. Et donc l'éducation et l'information passent justement par
l'acquisition de l'estime de soi en tant que femme. Et à partir de ce moment-là, on peut avancer petit à petit. On est tout à fait vers le d'accord. monde On est vraiment médical. tout à fait d'accord avec Voilà. vous. Et là, ça rejoint tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire tout tourne autour du renforcement et de l'estime de soi. Voilà, Merci beaucoup. tout à fait. Et là, pour des raisons de timing, on doit enchaîner. Merci.